J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end prolongé. Il est 18h30. Nous ne sommes pas lundi, mais vous l'avez tous remarqué, nous sommes mardi. Mais c'est le premier jour de la semaine après ce grand week-end de Pâques qui, j'espère, a été le plus agréable possible et que vous avez pu faire la chasse aux œufs, partager un petit moment sympathique en petit comité. J'espère que vous avez été prudents les uns et les autres. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver et de ce soir vous parler de quelque chose de particulier. C'est vrai qu'une fois n'est pas coutume. Je vais parler de deux choses particulières ce soir. Le fût de chêne et puis un chemin pour justement accéder jusqu'aux arômes du fût de chêne, puisque effectivement, eh bien, j'ai la chance d'avoir ce soir, nous avons la chance de recevoir Léa Desportes. Léa Desportes qui s'occupe depuis 8 ans maintenant à la fois de la communication, du développement, de cette belle aventure qui est née à la fin des années 70, le nez du vin. Et ce soir, c'est le nez, n'est-ce pas Léa, le nez, le fût de chêne que nous présentons. Bonsoir Léa. Bonsoir Philippe. Et bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans notre live, non pas du lundi, mais cette semaine exceptionnellement, cette semaine de Pâques du mardi. Alors racontez-nous un peu cette histoire, parce que le nez du vin, donc c'est sorti de la tête d'un personnage qui culminait à l'époque à la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, de mémoire, notre ami Jean Lenoir. Vous avez très bonne mémoire et effectivement, c'est son idée. Et ce qui est intéressant, vous venez de le souligner, c'est que Jean Lenoir, c'est une seconde vie professionnelle pour lui parce que c'est un homme qui vient du monde de la culture. Il est effectivement directeur adjoint d'une maison de la culture, ces établissements qui ont été créés par André Malraux. Et en fait, il a cette idée, cette envie plutôt au départ, d'amener le goût dans une maison de la culture. Alors, aujourd'hui, ça nous semble assez naturel parce que la gastronomie, le vin font partie à part entière du patrimoine culturel français. Mais à l'époque, c'est assez novateur de faire rentrer le vin dans un établissement culturel au même titre que la peinture ou que la musique. Et en fait, il commence lui-même à déguster, à prendre des cours même, et à faire cette expérience qu'on a tous fait, c'est-à-dire de la grande difficulté à mettre un nom sur sa perception olfactive. Alors, déjà, dans un premier temps, de la grande richesse du vin, parce que donc, on est quand même, voilà, on est à Châlons. Lui-même vient de Bourgogne, donc il a quand même Oui, parce que c'est un personnage. Et déjà, quand on voyait arriver Jean Lenoir, et je le salue, je sais qu'il doit être au courant de notre entretien de ce soir, mais sa barbe fleurie, sa haute stature, il en imposait déjà. Et son accent. Et son accent, ça roulait les airs avec lui. Il a un accent bourguignon comme Colette, extrêmement fort. Et pour la petite anecdote, Absolument. moi, j'ai rencontré Jean parce que c'était mon voisin. Et enfant, j'étais persuadée, alors je le situais, c'était un peu flou, mais peut-être en Europe de l'Est. Enfin, c'était un peu lointain parce qu'il a un accent bourguignon très prononcé. Et du coup, voilà, il fait cette expérience qu'on a tous fait un jour, de découvrir à la fois la grande richesse et la grande difficulté et la frustration que ça peut entraîner de mettre un mot sur sa perception. Et du coup, il commence comme ça à prendre des cours et il est bien tombé finalement parce qu'il va assister à des conférences, à des cours de Max Léglise à l'INRA à Beaune. Exactement, qu'on salue aussi parce que c'est un personnage aussi extraordinaire, Monsieur Max Léglise. Exactement, un grand personnage du monde du vin et qui vient de publier en fait en 76 un livre, une initiation à la dégustation des grands vins, qui pose les bases de l'analyse sensorielle. Parce qu'il faut se souvenir que jusque dans les années 70, on a assez peu de vocabulaire pour décrire le vin. Absolument. On avait le taste de vin, on tâtait un peu, on disait c'est bon, c'est très bon, il a de la cuisse, il a de la robe, il a des jambes, il a des larmes, il est bon à pleurer de temps en temps quand on était en forme, mais on avait du mal à mettre des mots, c'est vrai. Exactement. Et là, c'est le début donc, de l'analyse sensorielle, donc de cette vision, de cette approche qui consiste à dire qu'on peut décrire, et il y a des limites à ça, on pourra sans doute y revenir, mais décrire le vin de manière assez objective. Et dans cette approche-là, l'olfaction, finalement, obtient un peu les primats parce qu'on peut décortiquer le vin, décrypter le vin avec des outils modernes qu'on utilise encore, faire ce qu'on appelle une chromatographie en phase gazeuse et dire, voilà, dans ce vin, il y a telle ou telle molécule et rattacher une molécule à un arôme. Bref, donc c'est le début de ce courant-là. Il faut se rappeler que quelques années auparavant, l'INAO a créé son verre. Alors depuis, on a fait mieux, mais c'était aussi, là encore, vous avez mentionné le taste vin.
C'était une base, en tout cas un repère fiable, puisqu'on Voilà. peut déguster dans le même verre et avoir, C'était un a repère. priori, pouvoir ressentir les mêmes sensations. Tout à fait. Un repère en plus qui était destiné, là encore, à mettre en valeur le nez du vin, puisqu'il y a une base élargie qui va permettre aux molécules de bien se volatiliser, les molécules Bien odorantes, sûr. et ce col resserré qui va encore une fois faciliter l'olfaction. Donc Voilà. bref, on est dans ce courant-là, il n'est pas tout seul finalement, et il commence comme ça, donc à lui-même ensuite donner des cours de dégustation à la Maison de la Culture. Ça remporte un grand succès. Donc, il va multiplier ses conférences dans la France entière et il va comme ça commencer à collecter des petits flacons. Alors, au départ, d'huile essentielle. Pour l'anecdote, c'est un monsieur qui s'appelle Olivier Bossan qui va lui offrir sa première huile essentielle de thym. Olivier Bossan qui venait tout juste de créer une toute petite entreprise à l'époque qui s'appelle l'Occitane, qui a eu le succès. Plutôt une belle success story. Exactement, française. Et donc, du coup, voilà, il commence il a une vraie valise physique qu'on a gardée dans notre atelier, où il a, je crois, jusqu'à 120 flacons d'arômes, donc qu'il utilise pour entraîner son nez et entraîner finalement le nez des participants. Et il se lance, en fait, donc on est à la toute fin des années 70, il se lance et il choisit ce format qui ne va pas bouger du grand modèle 54 arômes. Il trouve un petit fournisseur de flacons. Il y avait le petit livre rouge et il y a le grand livre rouge. J'aurais pas osé, mais ouais. Chacun son karma et voilà, ses envies de partage. Et du coup, il lance 1000 exemplaires en souscription. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a eu une sorte d'adoubement immédiat des professionnels du vin, en fait, au départ, qui l'ont vraiment soutenu, qui ont prescrit, du coup, cet objet. Et du coup, le nez du vin, tout de suite, a été adopté par le monde professionnel du vin. Et très vite aussi, les années suivantes, traduit en anglais, en allemand. Et maintenant, donc c'est toujours une petite maison d'édition très spécialisée, mais qui a cette particularité d'être traduit en 10 langues, puisque donc, le nez du vin existe en 11 langues. Donc, on a du chinois traditionnel et simplifié, il y a du japonais, il y a du portugais. Et voilà, et ces petits flacons se sont exportés finalement dans le monde entier. Alors, plusieurs petites questions, Léa. Merci pour ce beau résumé d'une très belle aventure française, il faut le rappeler, et qui est née effectivement à la fin des années 70. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Lenoir très tôt. C'était tout au début des années 80. Et je me souviens, je travaillais dans un établissement qui s'appelait l'Écluse à Paris, avec Hervé Bizel, qui est devenu aujourd'hui un vigneron célèbre du Roussillon. Et on avait rencontré Jean Lenoir qui était venu nous faire une démo. Et le patron de l'Écluse avait acheté en souscription justement le nez du vin 54, et donc nous l'avions et on s'amusait, on se challengeait les uns et les autres. Et c'était effectivement une très belle aventure. Et j'ai moi préparé mes concours, mes dégustations, etc. avec ces fameuses fioles à l'époque pour essayer effectivement de percevoir et d'apprécier avec justesse effectivement les parfums. Parfois, on a pu reprocher le fait que suite à cette magnifique aventure, on est un peu trop insisté sur les arômes à certaines époques, plutôt que la structure et plutôt que d'autres éléments du vin. Donc ça, c'est peut-être la limite de l'exercice quand on va presque un peu trop loin. Quel est finalement le rapport qu'a la maison, le nez du vin aujourd'hui, par rapport à cette influence-là? Écoutez, moi, je suis complètement d'accord et je pense que dans la dégustation, il ne faut pas avoir de chapelle. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec cette idée qu'on est sans doute peut-être allé trop loin et que finalement, c'est presque la facilité, les arômes. Parce qu'on l'a dit, ça reste une difficulté de s'entraîner à mettre un mot sur ses perceptions, mais on a peut-être encore plus de mal à qualifier le toucher de bouche, par exemple. On va avoir tendance à laisser de côté d'autres aspects. Et on a créé avec Jean et un chercheur que vous connaissez bien, Philippe, qui s'appelle Gabriel Lépousset. Gabriel Lépousset, qu'on salue. On a créé une école du nez, mais qui justement ne se cantonne pas du tout au nez, où on essaye d'aborder toutes les dimensions sensorielles. Et encore une fois, je vous rejoins, la dimension aromatique, elle est importante, mais elle ne doit pas faire oublier le reste, et elle est un élément parmi d'autres. Et j'irai même peut-être plus loin, c'est-à-dire que l'analyse sensorielle dont j'ai parlé, on va même aujourd'hui, nous, à l'école du nez, presque la remettre en cause parce qu'on se rend compte, et les découvertes en neurosciences que mène notamment Gabriel Lépousset, montrent que le goût du vin, c'est tout sauf objectif, justement. Certes,
c'est le reflet d'un produit, c'est évident, avec ses qualités organoleptiques, mais tout ça est tellement personnel que c'est avant tout un dégustateur avec son cerveau, parce qu'en fait, c'est avec son cerveau qu'on déguste aussi, et pas seulement avec ses canaux sensoriels, dans un contexte donné. Et ça aussi, je pense qu'on en a tous fait l'expérience. On ne déguste pas pareil dans un concours que le même vin qu'un apéro entre amis. On a, pour des raisons physiologiques, génétiques, des perceptions différentes. Et c'est très vrai de l'odorat, hein, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 30% des récepteurs olfactifs qui diffèrent d'un individu à l'autre. Donc, c'est énorme. Et il y a tout notre vécu, notre expérience qui vont changer. Et la même molécule, un Français va l'appeler pain grillé. Ça marche assez bien. Je fais souvent le test avec notre petit flacon pour ceux qui l'ont de 48, que dans le nez du vin, on appelle pain grillé. Des participants plus jeunes ou nord-atlantiques vont appeler ça plutôt popcorn. Et quand on fait le même exercice en Asie, ça semble un peu caricatural, mais ça marche vraiment bien, les gens vont avoir tendance à dire riz. Tout simplement. Oui. Parce que, et les trois réponses sont exactes. C'est-à-dire que les mêmes molécules, donc ce sont des pyrazines, sont présentes dans le flacon, mais dans ces trois aliments. Mais évidemment, en fonction de notre culture, de ce qu'on est bien sûr à manger, on va donner... Absolument, vous avez raison Léa, c'est une question de repère culturel. Le danger, mais je trouve que ça va nettement mieux aujourd'hui parce qu'effectivement, on a géré cette époque et cette approche. Et en tout cas, c'est intégré maintenant. Mais le danger, c'était effectivement une époque quand on apprenait à déguster, on était très frustré si on ne trouvait pas 54 arômes dans le vin qu'on déguste. Et comme une fois, des clients ou des amis qui ont eu ce cadeau ou cet achat, ils m'ont dit, mais tu crois qu'on va trouver tout ça dans le vin? Dans ce vin? Je dis, mais attendez, c'est pas ce vin. Il fallait un petit peu faire une approche un peu pédagogique par rapport à ça. Et c'est le phénomène du balancier. Ça manquait, on y est allé carrément. Et grâce à Jean Lenoir et le du vin, on n'y a pu y aller carrément. Et puis finalement, aujourd'hui, on revient vers un certain équilibre. Il faut savoir raison garder aussi. Vous en parlerez mieux que moi, mais c'est qu'un aspect du vin. C'est-à-dire qu'il y a des vins qui ont un bouquet extraordinaire, des vins de méditation qui vont se développer, et il y en a d'autres dont le nez est assez, on pourrait dire, décevant finalement, ou parle assez peu, et puis qui en fait vont se révéler en bouche. Et c'est vrai qu'il y a ce retour, quand vous mentionniez le balancier, c'est très juste, c'est-à-dire que vous avez parlé du test vin, mais il y a maintenant un espèce de retour de balancier avec une approche, par exemple, qu'on appelle géosensorielle, ou des gens comme Dice, par exemple, en Alsace, qui veulent remettre sur au goût du jour ce fameux test vin avec lequel, moi j'ai fait l'exercice, quand on déguste, effectivement, on ne sent pas le vin, on va le mettre en bouche, on va avoir la rétro-olfaction, parce qu'on peut en parler, mais le propre quand même des arômes, la beauté du système olfactif, c'est qu'on a des odeurs au nez, mais on a aussi des arômes en bouche. Absolument. Et on va se contenter finalement, entre guillemets, de décrire la bouche et de ne pas se focaliser sur le nez du vin et de voir ce qui se passe en bouche et comment les saveurs vont interagir avec les arômes, avec le toucher de bouche, avec la salivation, etc. Exactement. D'ailleurs, dans les coffrets, il n'y a pas que des arômes. Il y a aussi des livrets qui expliquent, alors effectivement, l'origine des arômes, les molécules chimiques d'origine peut-être, etc. Il y a des données factuelles. Et il y a aussi c'est aussi une approche à la fois technique et sensible de la dégustation. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire et je vous remercie de le mentionner. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de faire le sens savant et d'apprendre à identifier des arômes. C'est important, c'est un outil d'entraînement, les flacons. Mais il y a aussi tout ce travail et voilà, vous avez la gentillesse de montrer le travail qu'on a fait récemment sur le food chain. Il y a aussi un gros travail éditorial pour faire le lien entre les arômes et le vin. C'est-à-dire que qu'est-ce que ces arômes nous apprennent du vin? Qu'est-ce que ça nous dit sur peut-être son origine variétale, sur son terroir, sur l'âge? Évidemment, le nez d'un vin jeune n'est pas le même qu'un vin vieux. Absolument. Et il y a beaucoup d'études et on se base, et pour le food chain, c'est ce qu'on a fait, c'est que vraiment, j'ai travaillé à partir d'études scientifiques. Et je salue là le travail des chercheurs et notamment on a été épaulé par Philippe Darrier de l'Institut de la vigne et du vin à l'ISVV donc de Bordeaux. Mais on a utilisé évidemment les travaux de tout un tas d'autres chercheurs dans le monde entier qui travaillent justement à expliquer du point de vue scientifique l'origine des notes aromatiques. Exactement. Alors, ça a commencé avec le nez du vin, les fameux 54. Ensuite, je me souviens qu'il y a eu des déclinaisons sur les couleurs de vin. Et puis, depuis, il y a eu le nez du café,
le nez, bon là on le voit, on va y revenir, le nez de Funchen, parce que c'est un peu le dernier nez de la fratrie. Mais et chacun a eu un beau succès, enfin, je veux dire, ça c'est bien, Oui, ça a rencontré son public. Avec des parcours et des publics justement très différents, parce que le nez du café, c'est vraiment une demande pour le coup des producteurs de café colombiens. Et là, on est en 96. Et donc, finalement, on a été les éditions Jean Lenoir ont été très à la pointe, parce qu'on commence, et en tant que sommelier, je pense que vous connaissez bien le sujet, mais il commence à y avoir une culture café en France qui se développe, et on est quand même assez en retard. Les Français n'aiment pas toujours qu'on le dise, mais on est assez en retard, et l'amour, en tout cas l'approche d'un café de terroir, comme on parle de vin de terroir, elle s'est davantage développée dans le monde anglo-saxon ou en Europe du Nord. Les Français aiment dire que les Américains ne boivent que du jus de chaussette, et parce que nous, on aurait des cafés beaucoup plus serrés, mais en fait, c'est faux. Et il y a une vraie culture donc, de ce qu'on appelle des cafés de spécialité qui est née outre-Atlantique, qui s'est beaucoup développée en Asie, parce que les Asiatiques ne sont pas que des amateurs de thé, mais aussi des très grands connaisseurs de café. Le café, absolument. Le nez du café se vend très bien, surtout à l'étranger, et auprès d'une cible quand même aussi pas mal de professionnels. On a aussi créé un nez du whisky en 2013. Oui, donc il y a déjà, parmi les commentaires, certains disent « j'ai le nez du whisky, c'est génial ». Voilà, c'est un bel ouvrage, un autre univers graphique, mais très voilà. Et le nez du whisky était quand même très centré sur les single malt écossais. Et là, on est en train de sortir un 12 arômes sur les bourbons. Donc, et les whisky, formidable. Encore avec un autre univers un peu plus effectivement américain, notamment du Kentucky ou du Tennessee. Et des spiritueux français, l'Armagnac on a le nez de l'Armagnac. On n'a malheureusement pas le nez du cognac, mais peut-être que ça viendra un jour. Un jour, oui. Le rhum, peut-être, sans doute aussi, un jour. On a parlé. Parce que c'est un très bel univers aussi. Et le saké? Le saké, très bel univers aussi, avec des arômes qui viennent de plein de facteurs passionnants. On a encore beaucoup de travail. Hein. Oui, c'est très large. Alors, qu'est-ce qui a donné envie d'aborder le sujet du monde du bois, du chêne, de la tonnellerie, quelque part, et nous, on le sait tous, producteurs, ou en tout cas les gens, sommeliers, cavistes, œnologues, etc., l'influence du bois est quelque chose qui, effectivement, stylise, j'allais dire, le vin depuis longtemps. Au départ, il y avait une édition transporté, mais il y a une vraie influence. Ouais. En fait, il y a une édition qui est sortie en 2004, et pour vous raconter un petit peu les coulisses, au début, quand moi je me suis penchée sur cet ouvrage-là, je pensais faire ce que je fais pour les autres ouvrages, c'est-à-dire une réédition assez légère avec une mise à jour, peut-être des données, voilà. Et je me suis aperçue, en fait, assez rapidement que la recherche avait considérablement progressé sur le sujet en 15 ans, et que du coup, aussi bien du point de vue de la sélection aromatique que des textes, il fallait tout revoir. Et en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, et que les éditions Jean Lenoir m'ont offert cette possibilité. Donc, je suis vraiment repartie complètement d'une page blanche. Et si vous voulez, l'intention derrière, au-delà de cette mise à jour scientifique qui me semblait importante, c'est que je trouve que là encore, il faut que le balancier reparte peut-être dans l'autre sens, parce qu'il y a eu un excès. J'ai découvert à ce moment-là que l'histoire finalement de la tonnellerie, elle a été assez tumultueuse ces dernières années. C'est à la fois un outil ancestral qui existe depuis l'Antiquité, le fût, au départ pour transporter, mais assez rapidement, on s'est rendu compte des bienfaits que le fût apportait au vin. Ça a presque disparu, et ça, moi, personnellement, je ne le savais pas, mais dans les années 70, parce qu'il y a eu une conteneurisation de la chaîne logistique, que les vins qui étaient longtemps vendus en fût, jusqu'à pas très longtemps, par exemple à Paris, les fûts arrivaient aux entrepôts de Bercy pour être mis en bouteille par les... Exactement. Soit sur les bateaux ou sur les trains, etc. Oui, tout à fait. Il y a tout un tas de facteurs qui font que le fût la tonnellerie a quasiment disparu dans les 70. Et il y a eu ensuite un retour en force dans les années 80 avec ces excès, la fameuse parcarisation, le cours,
sucré, vanillé, qui plaisait tant aux critiques américains, et on ne va pas lui jeter la pierre. Et tout le monde, non, il y a un certain nombre de producteurs se sont embarqués là-dedans parce que ça permettait de vendre bien et cher et d'exporter. Et je trouvais que ces dernières années, moi, les retours que j'avais de consommateurs, et j'aimerais connaître votre avis à ce sujet, mais j'avais des retours de gens qui disaient non, le bois, voilà, qui associaient ça à quelque chose vraiment de négatif. Et donc, l'idée de cette réédition, c'était finalement de remettre un petit peu l'église au centre du village, de dire attention, le fût, c'est pas fait pour tous les vins. Le fût doit être utilisé avec modération, mais bien utilisé, quel outil extraordinaire. Et finalement, de rendre un peu hommage à toute la chaîne humaine aussi que moi j'ai découverte à ce moment-là, la chaîne, parce que ce qui est assez fascinant dans la tonnellerie, c'est que c'est à la fois une recherche de pointe, je l'ai dit, et en même temps des gestes artisanaux ancestraux, avec une vraie chaîne de valeur ajoutée en forêt, du forestier, un vrai savoir-faire français ancien de gestion de la forêt, la méranderie, la tonnellerie, c'est un art artisanal, la tonnellerie. Et voilà. L'origine du chêne est important. Le type, la variété de chêne, le fameux Quercus suber, etc. Les chênes pédonculés, les chênes sessiles, la variété alba, etc. C'est très bien expliqué dans le carnet, l'ouvrage quasiment qui accompagne les flacons, avec aussi les origines. C'est vrai que nous, on a tendance à penser que le centre du monde, de l'univers du chêne, c'est la forêt de Tronchet. Ce qui n'est pas faux, parce que c'est un magnifique endroit pour produire ce qu'on appelle des hautes futaies, donc des chênes très très hauts qui grossissent lentement, petit à petit, longtemps, etc., avec une fibre serrée qui permet effectivement de gérer ensuite les fameuses douelles qu'on découpe pas à la scie, hein, mais que l'on tranche. Exactement, fondu. Au chêne Quercus alba qui peut être scié, ce qui explique exactement. Une importante. Donc les coûts de revient ne sont pas les mêmes, bien sûr. Et également, le rendu n'est pas du tout non plus le même. Hein. On a beaucoup plus de finesse avec les chênes fondus, les douelles qu'on utilise, la fibre serrée du bois que effectivement d'autres. Donc la porosité, la micro oxygénation, etc., influence considérablement les parfums et le style. Les principales forêts sont pour l'Europe, la France, l'Europe centrale, un petit peu le nord de... C'est le premier producteur de chêne en Europe avec 30 à 40% de la surface. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et on salue d'ailleurs toute la filière, tous nos amis les producteurs, l'Office national des forêts qui fait un gros travail aussi pour gérer. La majorité de tonnellerie viennent des forêts publiques, en fait. De l'ONF, exactement. On salue nos amis de différentes tonnelleries. Henri de Pracontal, qui est un des porte-parole, j'allais dire, de la filière, notamment avec Taranceau, mais plein d'autres. Il y a des tonnelleries. Alors, il y a les forêts, puis il y a les tonnelleries. Ce sont, entre guillemets, c'est l'un est le complément de l'autre. L'un est la source et l'autre, effectivement, le façonnage, qui sont à proximité des centres de production, hein, notamment beaucoup sur la région de Cognac, parce que pour les spiritueux notamment, on a besoin de pas mal de fûts, mais également en Bourgogne, dans le Bordelais ou ailleurs. Un certain nombre de vignobles, d'ailleurs, ont encore des tonneliers. C'était presque évident avant, ça devient aujourd'hui une rareté, voire un élément de marketing. Hein. Mais quelques châteaux bordelais, quelques domaines dans la vallée du Rhône, je pense à Guigal, par exemple, qui a une tonnellerie qu'on peut visiter, qu'on explique le fût, etc. Et donc, on peut saluer justement toutes ces démarches-là. Et en dehors de l'Europe, il y a quoi? Les États-Unis, on peut imaginer, sur la façade Est. Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que l'envolée du coût des prix du bois dans les années 80 ont poussé les tonneliers français à chercher d'autres sources d'approvisionnement. Et les forêts d'Europe de l'Est, elles ont cet avantage d'avoir une ressource abondante en chêne, évidemment, c'est important. Une qualité qui est quand même tout à fait correcte, même si elle est peut-être moins régulière que la qualité française, mais il y a des chênes de très bonne qualité. Et il y a même, du coup, même des centres de production. On peut penser à un grand pays viticole qui est la Hongrie, où là, ils ont non seulement des massifs forestiers, notamment dans le nord, j'ai bien prononcé, mais il y a le massif de Zemplen dans le nord, où là, vous avez à la fois des chênes. Alors, ce sont les mêmes espèces qui sont utilisées ou des hybrides que dans les forêts françaises. Et vous avez aussi des tonneliers sur place
qui produisent aussi des tonneaux. Donc ça, c'est des bois. Et souvent, dans la gamme des tonneliers français, vous allez trouver des barriques qui sont en chêne d'Europe de l'Est. Et puis ensuite, autre grand pays, effectivement, ce sont les États-Unis, où là, vous l'avez mentionné, c'est une autre espèce de chêne. Alors, on a à dire le chêne blanc d'Amérique, mais en fait, c'est une appellation un peu large qui recouvre plusieurs espèces. C'est principalement Quercus alba. Il y a quelques petites autres espèces qui peuvent être utilisées. Et là, c'est un chêne qui est un peu différent, qu'on a aussi pas mal caricaturé parce qu'on a tendance à dire que c'était que des planches qui apportaient des notes, par exemple, de noix de coco très, très, très fortes, etc. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais ils ont aussi beaucoup progressé. Et notamment, maintenant, ils connaissent mieux leur terroir, tout simplement. Et donc, on sait que, par exemple, dans le Missouri, dans le sud du Missouri, on va trouver des chênes Quercus alba à grains tout aussi fins que des chênes roufs que dans la forêt française. Il y a un élément qui est très important à la tonnellerie, c'est le séchage. Cette étape clé du séchage qui va être important. Et donc, notamment, il veut dire qu'il faut qu'il y ait des lieux qui soient suffisamment pluvieux pour nettoyer aussi le bois en même temps qu'il va sécher. Et donc, voilà, donc la tonnellerie américaine, elle a beaucoup progressé. Et maintenant, il y a des bois bien séchés, bien travaillés, qui proposent des fûts de bonne qualité. Alors, pour revenir, Léa, au parfum, finalement, Ouais. le chêne est en même temps pourvoyeur, j'allais dire, d'arômes particuliers. Vous avez évoqué tout à l'heure la noix de coco, on peut évoquer éventuellement la girofle, la vanille, par exemple, des notes épicées boisées, enfin plein de choses. Et en même temps, c'est un élément révélateur des parfums, stabilisateur de la couleur également. Et puis, voilà, et à travers la porosité et la fameuse micro-oxygénation dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, va permettre aussi au vin d'apprendre à évoluer, d'apprendre à mieux vieillir, quelque part. Le vin va s'assouplir. Exactement. Gagner parfois en finesse, notamment au niveau des tanins. On parle souvent des tanins du bois, des tanins du raisin, des tanins de la peau, enfin différentes choses, en tout cas des matières apportées par les uns et les autres. Et j'ajouterais aussi, ça peut presque sembler provoquant, mais en fait, l'élevage en fût peut permettre de diminuer les quantités de soufre. On parle beaucoup de ce sujet en ce moment, parce que les tanins du bois, donc qu'on appelle des élagitanins, ils vont manger finalement l'oxygène dissous qui se trouve dans le vin, ils vont le protéger. Ça va permettre justement, effectivement, tout ce que vous avez dit, à la couleur de devenir plus sombre, de se stabiliser, de protéger finalement les anthocyanes de l'oxydation. Et ça peut permettre aussi de moins souffrer le vin. Donc, il ne faut pas opposer forcément l'élevage en fût et vin nature, par exemple. D'accord. Et les excès de bois, alors, dans vos fiches, par exemple, il y a l'arôme 2, c'est l'excès de bois vert. Alors, ouais. Quand on prend une volée de bois vert, on n'est pas très content déjà, quoi qu'il arrive, au sens propre comme au sens figuré, comme on dit. Et quand on a effectivement cet arôme-là dans le vin, c'est pas franchement agréable. C'est pas franchement agréable, mais là, c'est vraiment un défaut de fabrication, parce qu'on parlait du séchage, et cette note de bois vert, elle naît vraiment d'un mauvais séchage, d'un séchage qui n'a pas été fait correctement. Donc, c'est quand même un défaut qu'on trouve assez rarement maintenant. Le fameux whisky lactone, on l'a évoqué tout à l'heure, le whisky lactone, c'est quoi l'arôme particulier? C'est la molécule qui est à l'origine de la noix de coco. Eh oui, la noix de coco. Voilà, et ce qui est effectivement intéressant, c'est que ça fait partie des quelques notes avec celles que vous avez citées, c'est-à-dire la vanilline, donc la vanille, le génol à l'odeur de clou de girofle. C'est des molécules qui sont déjà présentes dans le bois frais, dans le bois vert, et qui sont déjà présentes à la base. Et ensuite, le séchage, et on n'a pas encore évoqué une étape clé qui est celle du cintrage et donc du brûlage, du toastage. Les quantités vont varier en fait en fonction justement du niveau de chauffe. Et oui. Le niveau de chauffe, c'est important parce qu'on est obligé de chauffer, de brûler un petit peu le bois, ne serait-ce que pour le cintrer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a notamment des notes de fumée. Tout à fait. Qui apparaissent. Ouais, ça, c'est la fiche numéro 7. La fiche 7. En fait, il y a énormément de notes qui sont dans ce coffret qui vont naître au moment de cette étape clé. Au départ, vous venez de le dire, la chauffe, elle a un but mécanique. C'est tout simplement de cintrer les douelles pour fabriquer le tonneau. Et en fait, on s'est aperçu relativement tard, dans les années 50. Sorti de la guerre, il y a une pénurie de bois.
on diminue le fameux temps de séchage. Et pour masquer précisément ces odeurs de verre, on va augmenter la chauffe. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a aussi un intérêt œnologique à chauffer le bois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après la préchauffe, la chauffe de cintrage, on va remettre le fût sur le brasero pour cette chauffe œnologique qu'on appelle le bousinage, le toastage. Et en fonction de l'intensité des flammes et de la durée de la chauffe, on va obtenir un profil aromatique différent. Et ça, c'est une décision qui est prise entre le tonnelier et le vinificateur en fonction du résultat qu'il va obtenir, en fonction de son vin, en fonction de l'effet millésime. Et on va pouvoir obtenir des notes vraiment légères de levure, de panification, jusqu'à des choses effectivement beaucoup plus fumées. Beaucoup plus toastées, beaucoup plus fumées. Quid de l'utilisation des copeaux, par exemple, parce que ça aussi, c'est le bois et c'est une partie du chêne qui est utilisée et qui a à la fois son intérêt, notamment économique, peut-être ses limites en matière de goût aussi. C'est quelque chose que vous évoquez, vous, dans votre approche? C'est un peu triché quand même, et c'est vrai que nous, on le mentionne, mais bon, voilà, on a fait le choix de ne pas en parler parce que, vous l'avez dit, le grand intérêt de l'élevage en fût, il ne faut pas penser que le fût est simplement quelque chose qui va apporter des composés volatiles, non volatiles. Non, la magie de l'élevage en fût, c'est surtout cette fameuse micro-oxygénation qu'on n'a pas du tout avec les copeaux. Ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment cet apport d'oxygène qui va transformer le vin en profondeur. Et l'intérêt de l'élevage, ça n'est pas d'aromatiser le vin. C'est vraiment, l'intérêt, c'est de révéler tout le potentiel du vin. Et des copeaux, ça, ne peuvent pas le faire. C'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher. Absolument. Parmi les autres arômes que vous apportez, le clou de girofle notamment, voilà. Est-ce qu'il faut enfoncer le clou? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Mais tant que nous sommes là, allons-y. Je vous en prie. Oui, oui, tout à fait. Le clou de girofle qui fait partie aussi de ces molécules qui sont présentes dans le bois frais. C'est presque une signature un peu du fameux chêne rouvre, donc de l'espèce la plus noble, on va dire, utilisée. Et donc les chênes rouvres à grains fins des forêts françaises, des meilleurs terroirs de chêne, ont cette note épicée de clou de girofle assez distinctif. Il y en a nettement moins dans le chêne pédonculé, par exemple, et encore moins dans le chêne de Quercus alba. Et ce clou de girofle, c'est pareil, il va encore augmenter au cours de la chauffe. Et oui, oui. Et on nous fait remarquer, avec justesse bien entendu, que quand on utilise les copeaux, on perd bien sûr l'effet de la micro-oxygénation, ce qui est un élément extrêmement important qu'on a évoqué largement ensemble tout à l'heure. Alors la vanille, qu'est-ce que vient faire cette vanille finalement dans Délicieux vanille, c'est plutôt agréable, il y a un côté séduisant. Très séduisant. Et la vanille, mais c'est toujours pareil, je pense que vous serez d'accord avec moi, tout est une question de dosage dans le vin, et trop, ça peut être écœurant, mais bien dosé, ça peut être tout à fait agréable. Et la vanilline, pareil, un composé qui est déjà présent dans le bois frais. La chauffe, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le bois, il y a ce qu'on appelle un composé qu'on appelle des lignines, et au moment de la chauffe, justement, les lignines ont cette particularité de pouvoir justement être à la chaleur. Quand les lignines sont chauffées, on va pouvoir cintrer, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir cintrer, modeler le bois. Et les lignines vont se décomposer en composés plus petits, plus volatiles, à l'origine de tout un tas d'odeurs, et notamment encore cette odeur de vanille. Et il ne faut pas que la chauffe soit trop forte. Une chauffe trop forte va diminuer la teneur en vanille. Formidable. Est-ce que vous avez dans cette enquête quelque part, parce qu'il faut faire ce qui est intéressant dans l'explication que vous nous faites, Léa, c'est que ce n'est pas juste des arômes que vous avez retrouvés comme ça associés. C'est une véritable investigation sur un sujet précis, qui est en l'occurrence le bois et le chêne, et son implication dans l'univers du vin. Les fûts les plus anciens qui existent encore et qui sont utilisés aujourd'hui, c'est... Est-ce que dans l'île des records, on a une idée du fût le plus ancien encore utilisé? Sans doute, je n'ai pas de réponse. À mon avis, du côté des gros volumes, j'imagine, je vous dis ça comme ça, peut-être qu'il y a des participants, là, des auditeurs qui sauront. Oui. Je pense il doit y avoir des gros foudres qui datent du 19e. Dit comme, voilà. Justement, on va voir si quelqu'un trouve un peu. Mais donc, alors. Bertrand l'écrivain nous dit qu'à Strasbourg, donc ça c'est une indication. En Alsace, ils utilisent effectivement des très très gros foudres, donc de plusieurs. Alors, des foudres, mais
Exactement, des foudres alsaciens qui étaient des foudres de brasseurs aussi, autant que des foudres de viticulteurs. Mais surtout, et Bertrand l'écrivain le sait, puisque nous avons partagé des moments ensemble là-bas, il y a dans la cave des Hospices de Strasbourg un fût qui date effectivement de 1472, et avec Serge Dups, il y a quelques années, pour l'anniversaire de la restructuration de cette cave des Hospices de Strasbourg, qui date, elle, du milieu du XIVe siècle, nous avons eu l'occasion effectivement de goûter une larme de ce vin dans ce fût. Alors le fût, effectivement, daté de cette époque, mais il a été refait, et le vin a été remis dans un fût plus récent il y a quelques années, mais effectivement, c'était un très vieux fût. Et est-ce que certains savent quel est le plus grand fût du monde? Quelle est la fûtaille la plus importante au monde aujourd'hui? On va voir si quelqu'un arrive à retrouver, qu'on puisse le saluer. C'est en France. Et effectivement, oui, Bertrand l'écrivain n'a pas goûté lui, mais Serge Dups et moi, nous avons eu ce privilège. C'est vrai que c'était un grand moment de notre vie, goûter un vin de... Et le plus ancien fût, effectivement, le plus gros fût, pardon, du monde, eh bien, ça vient du Languedoc presque. C'est la limite entre le Languedoc et le Roussillon, effectivement. Et effectivement, alors c'est presque ça, oui, exactement. Et il y a Clément de l'Écluse, que nous saluons, qui a donné la réponse. Et Bire, effectivement, à Thuir, donc dans le Roussillon, il y a le plus grand fût du monde qui fait... Quelle contenance? La contenance est juste énorme. Et effectivement, dans ce secteur-là de Banyuls, de Rivesaltes, etc., on avait l'habitude d'élever en fût les vins. Et Bire a la plus grande cuve en bois du monde. C'est voilà, plusieurs centaines d'hectolitres, effectivement. C'est assez énorme, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, Léa, merci beaucoup. Je vois que le temps passe et qu'on a même dépassé la petite demi-heure que l'on souhaitait partager ensemble. Mais merci à vous tous de nous suivre encore magnifiquement ce soir. Ça coûte combien ce nez, pour nous ce soir? Comme les autres 12 arômes, 75 €. D'accord, donc c'est les 12 € qui sont là. Et voilà, on trouve... On garantit pendant 5 ans. On remplace gratuitement les flacons pendant 5 ans, mais bien conservé, un nez du vin, ça se garde 10, 15, 20 ans. 10, 15 ans. Il y a des collectors. Moi, je dois avoir sûrement le 54 arômes de 40 ans d'âge. Alors, il faut dire que quand il est dans la pièce, on s'en souvient parce que finalement, ça finit par transpirer son histoire et l'envie de partage. On va saluer Jean Lenoir et toutes les équipes qui, depuis la fin des années 70, l'accompagnent. Merci beaucoup Léa de nous avoir accompagnés. Merci. Voilà, on peut vous retrouver dans toutes les bonnes librairies ou par vente aussi à distance, je suppose. Sur le site internet. Voilà. Et le centre de production est toujours du côté de Carnoux en Provence, à 2 pas de Cassis et de Marseille. On a déménagé de quelques kilomètres, nous sommes à Cassis, c'était plus chic. Ah ben, c'est plus chic, voilà. Ben, écoutez, et Cassis est encore plus d'actualité parce que Cassis c'est quand même un des parfums fétiches du premier 54 arômes. Et effectivement, le cassis, du coup, il n'y a pas que le cassis de Zizon, il y a le cassis du nez du vin également à Cassis. Effectivement. Donc, bravo pour cette belle aventure. Merci à vous tous de nous suivre. Merci à Laurent Boyer, qui a été vecteur d'intérêt, notamment pour ce live de ce soir et qui nous accompagne avec l'Union de l'Assemblée française dans la communication de nos événements, globalement, et de nos lives en particulier. Merci à Juliette Jourdan qui est toujours efficace sur la programmation et sur le suivi. Merci ce soir à Elisac pour la technique. Merci Léa des portes. Bon vent comme bon vin. Voilà, profitez. Le nez dans le vent, le nez dans le vin, effectivement, des bons moments. Un peu confinés, certes, mais ça n'empêche pas de se faire plaisir dans cette période compliquée. Au contraire. À bientôt, chers amis du vin et de la sommellerie et à tous nos amis du DSF dans toutes les régions. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.